12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à 2 essais de sociologie embrassant 2 champs et 2 milieux, d'un côté la sexualité et de l'autre la prison. Le premier s'intéresse au capital sexuel ou comment la sexualité augmente la valeur d'un individu sur le marché, quand le second s'est penché sur l'expérience religieuse de personnes incarcérées. Et on en parle ce midi avec vous, Marie Boéton, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour La Croix, l'Hebdo. Face à vous, Nora Boisoni. Bonjour Nora. Bonjour. Journaliste indépendante et présidente de l'Association des critiques de séries. Bienvenue à toutes les deux dans les midis de culture. Et on commence avec le capital sexuel d'Eva Illouz et d'Anna Kaplan. Le sex à pile de la policière me fait mouiller devant derrière. Le sex à pile de la policière. Je lui demande ma direction. La policière est super canon. Elle m'amène jusqu'à sa maison. Et là j'enlève mon pantalon. Policière aux cheveux bouclés dans son uniforme super moulé. En mes tétons tout pointé. Je prends mon pied, je prends mon pied. Il est désormais acquis que la sexualité est devenue une marchandise. Prostitution, pornographie, Viagra ou sextoy en témoignent. En revanche, il n'est pas encore acquis que la sexualité soit devenue un moyen de se valoriser économiquement. C'est pourtant la thèse développée par les 2 sociologues, Eva Illouz et Dana Kaplan, qui pose cette question, je cite, « Se pourrait-il que certains se servent de la sexualité pour augmenter leur valeur sur le marché ?» Avec la métaphore du capital sexuel, ce court essai n'analyse pas seulement la valorisation de soi à travers le sex appeal ou le savoir-faire sexuel, mais plus original à travers le sentiment de compétence et d'efficacité tant convoité par les entreprises. Et si la sexualité reproduisait alors moins des inégalités de genre que des inégalités sociales et économiques, qu'en avez-vous pensé, Marie Boéton ? Moi, j'ai trouvé cet essai passionnant, d'abord du fait qu'il s'inscrive dans une œuvre en fait, sociologique très très cohérente. Eva Illouz, depuis plus de 25 ans, analyse et dissèque la manière avec laquelle le capitalisme s'immisce dans l'intimité, dans notre intimité, et de manière plutôt brillante à mon sens. Et en effet, là, elle montre bien comment le capitalisme, et peut-être même plus encore le néolibéralisme, c'est-à-dire, en effet, le néolibéralisme dans l'économie, c'est le fait de considérer que les lois du marché sont plus efficaces, y compris dans des champs qui ne sont pas le marché lui-même. Et là, en effet, elle estime que c'est le cas, il s'immisce jusque dans notre sexualité. Et en effet, dans le capital sexuel, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle embrasse à la fois l'attractivité physique, on pourrait dire le sex appeal pour le dire classiquement, et puis le fait d'avoir une sexualité épanouie qui, selon elle, en fait, va développer des compétences ou accentuer des compétences en termes de confiance dans la vie, d'assurance, de résilience, etc. Et donc, au fond, alors même que la sexualité est censée être un attribut de la personne, ça se métamorphose pour devenir quelque part notre patrimoine économique, en tout cas une partie de notre patrimoine économique. Et je trouve que présenter de la sorte, moi, je ne l'avais jamais lu avant et je trouve que c'est très bien vu et très juste, en fait. C'est totalement innovant de ce point de vue-là. Est-ce que vous aussi, Nora Boisoni, vous avez trouvé que cette thèse est complètement inédite et vous avez été séduite, du coup ? Oui, alors ça s'inscrit dans la continuité effectivement des travaux de notamment Illouz quand elle écrit ou coécrit ses livres. Moi, j'ai beaucoup pensé à Apicratie en lisant ce livre-là, où elle parle aussi de doctrine du développement personnel au service du capitalisme et a fortiori du néolibéralisme. Et puis La fin de l'amour, un de ses ouvrages précédents. Donc, pour moi, c'est vraiment une espèce de continuité totale et très cohérente, comme disait Marie là-dessus. J'ai été très séduite par ce livre, notamment parce que elle parle de genre, mais elle dit on s'arrête souvent à cette analyse de genre quand on parle de sexualité, de sexe, etc. Et là, elle le replace dans un ordre social, économique et avec une analyse de classe. Et ça, moi, ça manque beaucoup. Je trouve que c'est un angle mort dans les productions féministes actuelles de replacer la classe au centre de tout et ne pas utiliser que le prisme du genre. Alors expliquez-nous peut-être, Nora, en quoi ça ne s'inscrit pas dans les théories du genre et comment en fait cette conversion en valeur marchande de sa sexualité reproduit des inégalités de classe plus que de genre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles définissent 4 types de capital sexuel. On ne va pas y revenir en détail non plus. Oui, il faut peut-être d'ailleurs Mais- définir capital sexuel, en fait. Alors justement, voilà. c'est ça. En fait, dans ce livre, elle constate qu'il y aurait 4 formes de capital sexuel et elle s'intéresse avec cette thèse novatrice à la fin seulement à ce capital sexuel qu'elle nomme néolibéral. Et le capital sexuel, donc elle parle au début, on n'a pas de la nuit de noces dans cette émission. Oui. Il y a quelques Des temps, Échelles donc elle Madame. parle justement de ce qu'on appelle la continence des femmes, donc la virginité finalement des femmes qui était une commodité, leur valeur résidait là-dedans. Elle parle de la domesticité, elle parle de la plus-value sexuelle en termes de son corps, elle parle du travail du sexe, donc vendre son corps en fait pour des rapports sexuels qu'ils soient charnels ou bien par webcam, etc. Et elle parle à la fin de ce... Et puis elle parle des sextoys, l'industrie du sexe, etc. Donc en gros, elle nous dit, ok, l'état des lieux, c'est quoi ? C'est voilà comment on perçoit cette sexualité, ce sexe, ces rapports sexuels, ce sex appeal. Mais il y a encore un truc, et voilà l'idée qu'on a nous. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est vraiment à la fin, c'est le dernier chapitre, et il est quand même relativement court. Donc on nous tease ce truc, et à la fin, c'est ce capital. Alors, il s'inscrit dans la classe parce que, déjà, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est assez rapidement de dire non, la sexualité ne subvertit pas, quand elle concerne les femmes et une forme de libération sexuelle, n'est pas une sexualité qui subvertit l'ordre établi. Alors déjà, moi, je trouvais que le lire, ça m'a fait plaisir et du bien, parce que nous faire passer la libération sexuelle pour de l'empouvoirment féministe, forcément, pour une manière de gagner En autonomie. et qui soit collectif, non, là, on parle d'un individu ou d'une individu, pour moi, ça n'émancipe pas les autres que de gagner du pouvoir là-dedans. Et donc, elles disent, cette forme de capital, le capital sexuel, qui serait donc une forme de ressource qu'on a avec nos relations sexuelles, qu'on peut convertir en capital économique, en capital social, notamment sur le marché du travail, eh bien, elles disent, encore une fois, c'est les mêmes qui en profitent. C'est les classes moyennes et supérieures qui, finalement, ont déjà un capital culturel légitime ou social. Marie Boëton, vous aussi sur cet apport en termes d'inégalité de classe plus que de genre. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En effet, on repense évidemment à Bourdieu et à sa théorisation du capital culturel. Je trouve très intéressant que, contrairement aux autres définitions précédentes dans le passé du capital sexuel, là, elle nous montre comment on va tirer des avantages non sexuels de nos atouts sexuels. Des avantages économiques. Et ce qui est hyper pertinent, je trouve, c'est quand elle dit, en effet, ce capital sexuel va venir asseoir une hiérarchie sociale. Parce que quelque part, pour le dire de manière très, très, très pragmatique, quelque part, vous allez investir dans les cosmétiques, vous allez investir dans la chirurgie esthétique, vous allez consacrer du temps au sport. Tout ça, vous allez avoir un retour sur investissement de cet investissement qui, pour le coup, va avoir pour vocation d'accentuer ou d'accroître votre attractivité sexuelle. Enfin, c'est intéressant de montrer qu'au fond, ça ne fait que renforcer ceux qui sont déjà plutôt dominants dans la société. Mais il me semble qu'elle va même encore plus loin, puisque, il faut le dire, donc c'est un court essai quand même, ça fait 130 pages à peu près, il y a 7 chapitres. Les 3 premiers chapitres, c'est quand même des chapitres d'exposition et de définition. Voilà, qu'est-ce que c'est par exemple que le capital sexuel, qu'est-ce que c'est que la sexualité, et après, elles définissent à 2 les 4 formes de capital sexuel. Et là où elle va plus loin, c'est que le dernier, et je suis d'accord avec Nora Boisouni, est un peu court parce qu'on l'attend, il est teasé depuis le début. En quoi cet investissement du sex appeal, en fait, ne couvre pas tout ce que veut dire le capital sexuel et va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une vie sexuelle épanouie et de le convertir en valeur marchande sur le travail ? Alors justement, c'est ça qui, moi, je trouvais très intéressant, c'est que l'embellissement, l'augmentation de soi avec la chirurgie esthétique que tu nommais, avec les fringues, que sais-je, le maquillage, etc., c'est une première étape. Et ça, on va le convertir dans la deuxième étape, qui est des relations sexuelles. Et ces relations sexuelles-là vont donner, d'après elle, des ressources, et des ressources qui donc sont complètement, qui adhèrent à l'idéologie, aux idéaux, aux valeurs néolibérales. Donc elle cite la créativité, l'estime de soi, la confiance en soi, des capacités émotionnelles. D'ailleurs, elle en parlait dans un livre précédent sur la charge émotionnelle que les femmes portent, notamment l'industrie de service. Elle parle des hôtesses de l'air dans un chapitre que j'avais beaucoup aimé. Et donc elle dit ces valeurs-là sont complètement raccord avec cette idéologie-là, donc de l'autonomie, de la performance, etc. Et des valeurs néolibérales. Ouais, et des valeurs qui sont très intéressantes dans cette société, et notamment sur le marché de l'emploi. Alors moi, ce que j'ai regretté, c'est que on reste sur une hypothèse, une théorie, une thèse, et je la trouve quand même très peu étayée. Puisque, comme on disait, le chapitre qui concerne cette nouveauté, qui est très rafraîchissante et très intéressante, est extrêmement court, et j'ai envie de
je veux lire et enquêter, moi, en fait. Vous allez plus loin. Marie Boëton, c'est la même chose, frustration? Oui, je suis d'accord. Ce chapitre n'est pas assez développé. Je trouve en revanche relativement intéressant comment dire, les sauts ou les conséquences anthropologiques que peut emporter quand même cette analyse-là, et notamment l'abolition de l'opposition privée-publique, par exemple, hein, quand elle explique bien la vie sexuelle ou affective de Houellebecq, de Catherine Millet, etc., peut devenir matière romanesque. Enfin, il y a une abolition quand même. Le fait de se voir soi-même comme objet sexuel qui fait que si vous voyez comme objet, vous êtes donc substituable. Hein, contrairement au fait de se voir comme une personne et comme singulière. Et puis moi, je trouve quand même très intéressant, même si je rejoins Nora sur la faiblesse peut-être de ce dernier chapitre, je trouve très intéressant le fait qu'elle n'analyse pas l'intimité que sous l'angle psychologique, mais qu'elle souhaite vraiment l'aborder sous l'angle sociologique, c'est-à-dire avec ses règles, ses normes, ses lois, ses interdits, etc. Et que pour le coup, elle s'oppose à cette hégémonie de la psychologie sur ces thèmes-là. Alors, mais ce qui est un petit peu déroutant quand même dans ce dernier chapitre, c'est que justement, cette conversion, elle dit un individu pleinement employable est un individu pleinement sexuel, mais ce qu'on comprend pas très bien, c'est comment s'opère cette conversion de compétences sexuelles en compétences professionnelles. Et on a du mal à comprendre s'il s'agit, la distinction est pas très claire, entre des compétences au lit et un sentiment en fait de compétence et du coup qui nous rend désirables au travail, qui nous rend actifs, proactifs comme on aime à dire ou pas. Est-ce que c'est une question véritablement de compétence ou de sentiment, Nora? Je pense que c'est les deux. Au fond, elles font l'analogie avec des travailleuses du sexe qui vont dire que quand elles ont des clientes ou des clients, souvent des hommes, elles sont à la fois infirmières, psychologues, confidentes, amies, en plus ou à côté de relations sexuelles classiques. Donc elles montent en compétences, elles gagnent des compétences émotionnelles, sociales, finalement du capital social aussi, à force de parler, d'avoir ces choses-là qui sont peut-être convertibles justement en compétences employables, valorisables et valorisantes. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais justement, j'aurais bien aimé, pour cette raison, plus d'exemples, plus de terrain, plus d'enquêtes, plus de preuves finalement, quoi. J'ai l'impression que ce qui est plus encore intéressant que le fait, en effet, que notre propre capital sexuel soit convertible, c'est le fait qu'elles disent, au fond, dans certains domaines, et notamment culturels, médiatiques, social, etc., on ne fait pas que vendre sa force de travail, on vend tout son être. Et la sexualité est une dimension de son être. Nous sommes des identités sexuelles, des moi sexuels, en fait, c'est ça. elle dit. Nora Boissoni, vous disiez, j'ai envie d'entendre plus d'enquêtes, justement, sur quoi se base cette enquête sociologique, sur des entretiens, sur comment est-ce qu'elles ont travaillé toutes les deux sur ce livre? Alors justement, il n'y a pas d'entretien, moi, c'est ce qui m'a beaucoup... En fait, elle se base sur d'autres recherches, d'autres chercheuses, soit pour les critiquer, soit pour... En fait, c'est une recension, en fait, de l'état des lieux sur cette notion de capital sexuel. C'est une intro. Voilà. Pour moi, vraiment, cet ouvrage est une introduction d'un livre qui ferait peut-être 400 pages. Mais j'ai vraiment, oui, effectivement, il y a une espèce d'état des lieux scientifiques, l'état de l'art, quoi, au début. Donc, très étayé, pour le coup. Très étayé, et puis qui tire un peu à vue sur certaines sociologues avec qui elles sont pas du tout d'accord sur certaines choses. On peut citer Catherine Hakim. Voilà, notamment au début. Qui a développé le concept de capital érotique. Et là, justement, plutôt dans cette idée du sexe comme libération sexuelle qui va autonomiser les femmes. Et là, Dana Kaplan et Eva Illouz disent non mais rien à voir, il y a une différence entre liberté morale et une liberté de consommer en fait des produits. Oui, et puis que la hiérarchie des dominations, des rapports de domination reste, on ne subvertit pas l'ordre du genre, la hiérarchie des genres. Donc, et c'est ça que je trouve intéressant de replacer dans un système au fond ce que les formes différentes que peuvent revêtir le sexe et les manières différentes de les convertir et de s'en servir dans un projet autre qu'un projet sexuel ou de sex appeal personnel, quoi. J'ai bien aimé aussi, effectivement, dans cet esprit d'élargir un peu ce dont elle parle, de parler des réseaux sociaux, de parler du personal branding, comme on dit. Elles disent, nous sommes une marque et nous devons développer notre marque et nous devons surtout valoriser chaque aspect de notre existence. Et on retrouve là plein de discours qu'on trouve sur Instagram notamment, sur des comptes féministes, des comptes militants, ou avec des injonctions à cours vers ton risque, des injonctions à jouir bien, à faire du sexe, comme si c'était devenu un peu l'alpha et l'oméga de la liberté. Et justement, moi je l'ai vu comme ça, j'avais déjà un petit peu... En fait, sa thèse
m'a rappelé des choses que j'ai pu lire, des discours qu'on pourrait remplacer par des discours très LinkedIn, très néolibéraux, pour le coup très Startup Nation, mais qui sont des discours féministes sur Instagram. Alors, être entrepreneur de soi-même, y compris dans le domaine de la sexualité. Parce que ça va avoir une incidence dans un domaine autre que purement sexuel. Est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question sur cet essai, que un texte, aussi court soit-il, permet quand même d'apporter une critique au féminisme, aux théories de genre, sur un point qu'elles ont manqué, notamment en termes d'inégalité de classe? Marie Boëton? Moi, je trouve qu'en effet, elle pose un jalon qui est insuffisamment étayé et qu'on voudrait voir davantage développé. Mais je trouve que ça a le mérite de poser un jalon et de nous amener tous aussi à une forme de dévoilement, en s'interrogeant sur la part de la sexualité dans cette manière de faire son autopromotion. Donc c'est un premier pas. Nora Boisouni. Oui, et j'ai bien aimé on remet un peu l'exemple du village, quoi. C'est-à-dire que y a un peu de fantasme autour de plein de formes, par exemple le travail du sexe aujourd'hui, des choses fantasmées, et ça se replace un peu au milieu. C'est-à-dire qu'elles sont là genre, attendez, on va peut-être pas aller trop vite en besogne, de parler de libération sexuelle pour toutes et tous, et de parler d'employabilité pour tous et toutes. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que très rapidement, elles disent, ok, attention, ce capital sexuel-là ne peut être converti par tout le monde. On va pas commencer à dire que chacune est égale devant le monde du travail, quel que soit son capital sexuel. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exige des trésors satinés, dorés à souhait. Le capital sexuel d'Eva Illouz et d'Anna Kaplan, traduit de l'anglais par Charlotte Matuszewski, c'est aux éditions du Seuil. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Et nous parlons à présent de l'essai Illumination carcérale, comment la vie en prison produit du religieux de Thibaut Duclos. No more, my Lord. No more, my Lord. Lord, I'll never turn back. No more. Printemps 2012, après les attentats commis par Mohamed Merah, le ministère de la Justice décide de lancer des missions de recherche sur les comportements religieux des détenus. Thibaut Duclos, sociologue, rejoint le mouvement. Durant 26 mois, entre 2014 et 2016, il suit 32 détenus à l'affût de l'illumination religieuse. Sur les 32, 15 manifestent des variations religieuses et sur ces 15, 2 retiennent l'attention du chercheur. Sharif, jeune caïd, et Louis, riche notaire aux antipodes, qui chacun ont l'étincelle de la religion. Mais sous quelle forme et que leur permet-elle dans ce milieu carcéral? Loin des clichés sur la radicalisation, mais loin aussi d'un travail global sur la religion en prison, cette étude agit comme un récit en immersion et au plus près des concernés. Qu'en avez-vous pensé, Nora Boisouni? Alors, je suis partie ravie de lire un essai sociologique là-dessus, parce que c'est une question qui est omniprésente dans la pop culture, notamment dans les séries télé, dans les films. On en parle beaucoup avec ce dont vous parliez, la radicalisation en prison, qui concerne apparemment que les musulmans. On parle du djihad, il y a ces missions interministérielles, etc. Donc je me suis dit, hyper intéressant de le prendre par un autre morceau, et puis d'attendre, j'aime bien son idée de je vais voir ce qui se passe, je ne veux pas être biaisée, donc je ne leur parlerai pas à ces détenus de religion pour ne pas biaiser mon étude de terrain, ma méthodo. Et le problème, c'est qu'on attend 186 pages sur 260. Ouais, pour qu'on nous parle enfin de religion. Alors moi, j'ai trouvé cette lecture hyper agréable. Il a un style que j'adore. Ça se lit comme un roman. Notamment les 2 personnes dont vous parliez, ces 2 détenus, Sharif et Louis. sur lesquels il se concentre beaucoup pour mettre leur vie, on dirait un peu un split screen, une vie en parallèle. Ça dure 50 pages que j'ai dévoré parce que c'est très intéressant. On revient sur la chronologie de qu'est-ce qui les a menés, en tout cas, à être détenus dans la même maison d'arrêt. Mais 186 pages sans parler de religion pour un livre qui s'appelle « Comment la prison produit du religieux », je suis c'est le sous-titre, effectivement, restée sur ma faim. Marie Boëton. Alors,
J'ai des critiques qui sont relativement proches de celles de Nora. J'étais très désireuse d'avoir une lecture sociologique de ce phénomène qui est un vrai phénomène et qui est méconnu, qui est celui en effet d'un appel du divin, d'un cheminement mystique qui est statistiquement très important en prison et largement sous-étudié sur le plan académique. Et j'ai trouvé que c'était une méthodologie extrêmement ambitieuse que de dire je ne vais pas parler à des convertis parce qu'ils ne me parleraient que en recourant à un registre religieux. Je veux me mettre dans les conditions d'assister in vivo à leur conversion ou à leur appel du divin. Donc exceptionnel comme démarche et comme... Et puis il raconte vraiment comment il s'est fondu. Complètement. Et pendant se fait 2 ans. accepter par les détenus, évidemment, les gardiens qui pensent qu'en fait c'est un infiltré qui peut-être observe, etc. Bon, donc passionnant et très ambitieux en termes méthodologiques. Et en effet, moi, mon gros problème dans cet ouvrage, c'est qu'il ait cette lecture sociologique. C'est passionnant et je trouve que ce qu'il en ressort est très intéressant, vraiment très intéressant, sur la nécessité de se distancier de l'institution et convoquer Elias, et c'est vraiment très intéressant. Mais en revanche, le fait de nous dire, je vais vous parler d'un triptyque qui est la prison, le détenu, la religion, et en fait, je ne vais vous parler que du lien détenu-religion, puisqu'il dit bien que, au fond, le fait de se convertir religieusement en prison, c'est une intériorisation de la vie en détention. Sans nous parler de religion, ça me pose vraiment question. Il le dit très explicitement, une phrase qui m'a beaucoup marquée, la dynamique ayant conduit ces détenus à l'illumination religieuse n'a rien à voir avec le registre religieux. C'est quand même très définitif. Faisons juste une petite expérience de pensée. Imaginons qu'on découvre qu'en prison, statistiquement, très souvent, on se rapproche du politique, du militantisme, qu'on voit qu'il y a des tracts qui circulent dans les coursives, que voilà. Imaginez un sociologue qui vous dit, écoutez, je vais vous parler de tout, mais pas de politique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je vais sonder et interroger et disséquer la spécificité de ce thème-là. Je me dis la spécificité, par exemple, de faire appel à telle ou telle religion ou de se convertir à tel ou tel culte. Complètement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même dans le religieux les notions de pardon, de rédemption, de promesse d'une vie éternelle, d'universalité du discours aussi, ça s'adresse à tous, qui à aucun moment ne sont invoqués, et ça me semble vraiment être une énorme carence du bouquin, alors même que tout ce qu'il nous donne à voir sociologiquement est passionnant. Mais est-ce qu'il ne présente pas aussi son livre comme un renouveau de la sociologie carcérale en disant je ne vais pas vous faire une étude sur religion et prison comme on pourrait faire école et prison, travail et prison, mais vraiment comme comment la religion, ou du moins quelque chose qui a trait au religieux, apparaît. Ce qui l'intéresse, lui, c'est des parcours et c'est plutôt comment les détenus s'adaptent à la prison. Et la religion est une stratégie, d'où, je le précise, Marie Boëton, vous avez mentionné Elias, donc Norbert Elias, sociologue, les concepts d'engagement et de dissociation qui sont vraiment les outils opératoires pour Thibaut Duclos pour analyser cette stratégie d'adaptation. Nora Boisouni. Oui, mais alors est-ce que c'est peut-être un peu trop ambitieux ou est-ce que ce travail préparatoire, préliminaire, qui effectivement est passionnant, cette immersion, elle est passionnante, elle est déchirante parce qu'il n'est pas tendre avec l'institution pénitentiaire, en fait, le degré de misère des prisons actuelles qui sont surpeuplées, il y a des chiffres, c'est-à-dire que lui est très critique vis-à-vis du pénitentiaire en France, de la situation. Les trajets de vie, les trajectoires de vie, elles sont fascinantes, pas dans le sens, on n'est pas sur du voyeurisme, mais quasi, c'est vrai qu'on sait toujours comment ces gens en sont arrivés là. Mais je me demande si ce projet de renouveler une méthode, de renouveler un genre ou de renouveler un sujet, peut-être qu'il aurait fallu que ça se passe dans un autre livre et avoir... Dans un autre temps, en tout cas. Oui, et nous, avoir un peu plus les conclusions, si je peux me permettre. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant, en revanche, et ça rejoint la question que vous posez, c'est redéfinir le religieux. C'est qu'est-ce que c'est que le religieux. Et ça m'a vraiment intéressée. Il définit le religieux, il dit c'est la ressource de ceux qui en sont dénus. Parce que il nous raconte pas tout le pénitentiaire pour rien. Il nous parle de comment est-ce qu'on cantine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on achète des objets à l'intérieur de la prison avec de l'argent envoyé par les proches, si on a des proches qui peuvent envoyer de l'argent. Donc il nous parle des ressources qui peuvent être converties, aussi sans mauvais jeu de mots, converties en autre chose dans la prison. Et il dit que la religion est une ressource que personne ne peut enlever à ses prisonniers. Et notamment, j'ai aimé l'idée de la religion
elle est engendrée par la peur et par un moyen de rationaliser sa détention. Et j'ai bien aimé, je ne sais plus si c'est son terme exact, mais la reconquête biographique, une réécriture biographique pour dire, en fait, je suis là parce que. Et il faut redonner du sens, voilà, à cette incarcération. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant. Marie Boëton, est-ce qu'on peut pas justement le voir comme ça aussi, ce livre, c'est-à-dire vraiment comme une tentative de redéfinir le religieux, non pas en termes de religion, de culte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il parle d'illumination et pas de conversion. Le titre, c'est Illumination carcérale, c'est comme un moyen de s'adapter, de faire face, de redonner du sens. Il dit, voilà, en prison, il y a 5 finalités, c'est structurer le quotidien, lutter contre l'isolement, se protéger des co-détenus, contourner le dénuement matériel et donner du sens à la captivité. Et ça, de ce point de vue-là, le religieux intervient. Exactement, il dit à ce titre-là, le religieux, comme le fait de suivre une formation, comme le fait d'avoir un emploi, etc., ce sont des ressources qui permettent notamment une forme d'intelligibilité de ce qui m'advient, puisque je suis totalement passif, et donc ce que je vis a une forme d'absurdité. Et puis c'est terrible parce qu'on est esseulé, c'est terrible parce qu'il y a une vraie rupture biographique, etc. Simplement, je trouve qu'il a des prétentions ou une ambition intellectuelle à laquelle, au fond, il ne répond pas. Il devrait davantage nous dire, je vais vous expliquer comment l'institution carcérale est une des dimensions qui peut amener au religieux, mais qu'il n'est peut-être pas la prétention de nous dire, je vais vous expliquer comment on arrive au religieux. Nora Boisouni. Et il a une thèse où il dit, on ne trouve pas la foi, elle a toujours été là. Et moi, je suis un peu embêtée par cette thèse puisqu'il convoque beaucoup la psychanalyse. C'est vrai que c'est une approche très psychologique en fait, même psychanalytique carrément, parce que lui dit que la religion, il dit quelque chose comme c'est une réminiscence de l'enfance, c'est des sursauts de l'inconscient, en fait que la prison agirait comme un révélateur de ce qui a finalement toujours été là, donc dans des familles, des mères qui étaient religieuses même si les enfants ne sont pas devenus pratiquants, etc. Et là où ça me pose un problème, c'est que comme le livre précédent dont on parlait, c'est pas étayé par grand-chose. C'est-à-dire qu'on a la promesse au début du livre, et vous le rappeliez, que sur 32 hommes, 15 ont trouvé la foi, 2 encore plus. Mais où sont ces hommes? Ils ne sont pas enquêtés. On a à peine quelques histoires de l'enfance où on dit oui, effectivement, sa mère priait, il s'est détourné de la religion, etc. Mais point. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces 32 personnes qui vont parler de religion. On ne sait pas. En fait, il y a un petit peu... on ne sait pas dans quelle mesure ces résultats étayerait vraiment sa thèse si on avait plus de précision sur les autres détenus qui n'ont pas trouvé la religion, si eux baignaient dans un environnement religieux. Marie Boëton, d'autant que ce sont 32 détenus sur 72 000. C'est-à-dire que là aussi, il y a une dimension assez partielle. C'est même très mince comme échantillon. Exactement. Or, quand il se permet de dire, et là, je peux vous dire que moi, j'en ai vu aucun qui se sont radicalisés. Très bien, ça n'en fait pas moins un vrai phénomène en prison. Je trouve qu'il a tendance à généraliser, à monter en généralité à partir d'une monographie qui est très intéressante, mais qui reste une monographie. Texte néanmoins vraiment passionnant à lire en termes de récit, Illumination carcérale, comment la vie en prison produit du religieux, c'est de Thibaut Niclou. C'est aux éditions Labor et Fides. Merci à toutes les deux. Marie Boëton, on vous lit dans La Croix l'Hebdo. Nora Boisouni, on peut lire de vous Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette, c'est aux éditions Nourri Turfu. Et toutes les références sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.